Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet, chez Fleuve Édition. Monica. Elle avait essayé de rendre le carnet. Dès qu'elle l'avait vu sur la table, elle l'avait ramassé et s'était lancée à la poursuite de son extraordinaire propriétaire. Mais il avait disparu. Il se déplaçait étonnamment vite pour son âge. Peut-être ne voulait-il pas être trouvé. Il s'agissait d'un simple cahier d'exercice semblable à celui que Monica utilisait à l'école pour noter les devoirs à faire à la maison. Ses copines griffonnaient des cœurs, des fleurs, des prénoms de garçons sur la couverture, mais pas Monica. Elle respectait trop la papeterie pour la couvrir de graffitis. 4 mots étaient inscrits sur la couverture vert pâle, calligraphiés en belles lettres rondes. Le carnet des silences. La date figurait dans le coin inférieur en lettres plus petites. Octobre 2018. Peut-être y avait-il une adresse, ou au moins un nom à l'intérieur, espéra Monica. Si c'était le cas, elle pourrait le retourner à son propriétaire. Sous sa banalité apparente, l'objet lui semblait étrangement important. Elle ouvrit le cahier à la première page. Le titre y figurait de nouveau, suivi de quelques lignes. Le carnet des silences, le plaisir et le danger d'être sincère. Êtes-vous certain de bien connaître vos proches? Et eux, vous connaissent-ils vraiment? Connaissez-vous seulement le prénom de vos voisins? S'ils avaient des ennuis ou s'ils ne sortaient pas de chez eux pendant plusieurs jours, vous en apercevriez-vous? Chacun de nous ment sur sa propre vie. Mais que se passerait-il si nous cessions de mentir? Si nous nous risquions à ouvrir notre cœur, à confier ce qui nous définit vraiment et fait de nous ce que nous sommes? Pas sur Internet, mais aux gens qui nous entourent. Il ne se passerait peut-être rien, mais il se pourrait aussi que ce geste change votre vie ou la vie d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. C'est ce que je veux savoir. Le texte poursuivait sur la page suivante. Monica mourait d'envie de le lire, mais le café était plein, comme toujours à cette heure-ci, et elle ne pouvait pas se permettre de prendre du retard. Elle glissa le carnet près de la caisse, avec les menus supplémentaires et les dépliants de ses fournisseurs. Elle reprendrait sa lecture plus tard, au calme et à tête reposée. Le soir venu, Monica s'étendit sur le canapé de son appartement, situé au-dessus du café, un verre de sauvignon blanc dans une main, le cahier vert pâle dans l'autre. Les questions qu'elle avait lues quelques heures plus tôt sur la première page lui trottaient dans la tête. Elle avait passé la journée à bavarder avec ses clients, à leur servir des cafés et des pâtisseries, à discuter de la météo et des derniers potins de stars. Mais depuis quand n'avait-elle pas parlé de ce qui comptait le plus à ses yeux? Et que savait-elle vraiment de ses clients, hormis leur goût en matière de thé et de café? Elle ouvrit le cahier à la 2e page. Je m'appelle Juliane Jessop. J'ai 79 ans, je suis artiste peintre et j'habite depuis 57 ans l'un des ateliers de la petite résidence d'artistes Chelsea Studio, sur Fulham Road. Tout cela est vrai, mais ce ne sont que des faits. Ils ne disent rien de ma vérité profonde. Or cette vérité, la voici. Je suis seule. Je passe des journées entières sans parler à personne. Et quand je parle enfin, pour répondre à un appel téléphonique de ma compagnie d'assurance par exemple, j'ai du mal à reconnaître le son de ma voix. Repliée dans ma gorge, elle est si peu sollicitée qu'elle ressemble au coassement d'une grenouille. L'âge m'a rendue invisible. Cette situation m'est d'autant plus pénible que j'ai toujours attiré les regards. Autrefois, tout le monde savait qui j'étais. Je n'avais pas besoin de me présenter. Il me suffisait d'apparaître sur le seuil d'une pièce pour que mon nom se fraye un chemin parmi les personnes présentes. Chuchoté par les uns, clamé par les autres, tandis que toutes les têtes se tournaient vers moi. J'adorais m'attarder devant les miroirs et je passais lentement devant les vitrines pour admirer la coupe de mes vêtements ou de mes cheveux. À présent, si je croise mon reflet dans une vitre, je me reconnais à peine. Par une étrange ironie du sort, mais oui, est partie la première. Encore relativement jeune, elle venait d'avoir 60 ans, alors que de nous deux, c'était la plus à même d'accepter presque joyeusement l'entrée dans le grand âge et son cortège de mots inéluctables. Et moi qui les accepte si mal, je suis encore là, contraint de me regarder sombrer dans le néant. En tant qu'artiste, je passais beaucoup de temps à observer les gens autour de moi. À force de les observer, j'ai constaté que la plupart des relations de couple sont basées sur un rapport de force. L'un des deux partenaires est plus aimé, l'autre plus aimant.
Avec Mary, j'étais le plus aimé. Il n'aurait pu en être autrement. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point je l'ai tenue pour acquise, avec sa beauté toute simple, son teint frais, ses joues roses, sa gentillesse et sa constance. Je n'ai appris à l'apprécier qu'après son départ. Monica s'interrompit pour tourner la page et boire une gorgée de vin. Bien qu'elle se sente désolée pour Julian, elle n'était pas certaine de le trouver sympathique. De toute façon, ce genre d'homme préférait souvent l'aversion à la pitié. Elle reprit sa lecture. Quand Mary vivait avec moi, notre petite maison était pleine de monde. Il y avait toujours un ou deux gamins du quartier qui passaient en coup de vent, certains que Mary les régalerait d'une histoire, d'un conseil, d'un verre de soda ou d'un paquet de chips. Ceux de mes amis qui réussissaient moins bien que moi sur le marché de l'art s'invitaient souvent à l'improviste pour dîner, accompagnés de mes modèles préférés. Mary accueillait toujours les autres femmes avec le sourire. C'est à peine si je remarquais qu'elle ne leur offrait jamais de chocolat avec leur café. Nous étions très occupés. Le soir et le week-end, nous retrouvions des amis au Chelsea Hearts Club. Nous écumions les bistrots et les boutiques de Kings Road et de Sloane Square. En semaine, Mary passait ses journées à l'hôpital où elle était sage-femme, tandis que je voyageais d'un bout à l'autre du pays pour répondre aux commandes de mes clients, des portraits essentiellement. Ils se croyaient tous dignes d'accéder à la postérité. Chaque vendredi à 17h, nous nous rendions au Brompton Cemetery, qui offrait le double avantage d'être proche de chez nous et de constituer un point de rendez-vous idéal pour nos amis, puisqu'il borde à la fois les quartiers de Fulham Road, de Chelsea, de South Kensington et de Earl's Court. Nous avions pris cette habitude à la fin des années 1960 et n'y avons jamais dérogé. Le cimetière nous paraissait l'endroit idéal pour planifier nos sorties du week-end. Nous nous retrouvions sur la tombe de l'amiral Angus Whitewater. Aucun de nous ne connaissait cet homme. Il se trouve simplement que sa dernière demeure est couverte d'une impressionnante plaque de marbre noir, ce qui en fait une excellente table où poser boissons et victuailles. À bien des égards, je suis mort en même temps que Mary. J'ai cessé de répondre aux lettres et aux appels téléphoniques. J'ai laissé sécher la peinture sur ma palette, et lors d'une nuit atrocement longue, j'ai détruit toutes mes toiles inachevées. Je les ai déchirées en banderoles multicolores, puis j'en ai fait des confettis, avec les ciseaux de couture de Mary. 5 ans plus tard, quand je suis enfin sortie de mon cocon, mes voisins avaient déménagé, mes amis avaient renoncé à me voir, et mon agent m'avait rayé de son carnet d'adresses. J'étais devenue invisible. Le papillon s'était métamorphosé en chenille. Je continue d'aller boire un verre de Baileys, l'alcool favori de Mary, sur la tombe de l'amiral chaque vendredi après-midi. Mais j'y suis seule désormais, seule avec mes fantômes. Voilà, vous connaissez mon histoire à présent. Vous pouvez la jeter à la poubelle si ça vous chante, mais dans le conteneur à papier s'il vous plaît. Vous pouvez aussi décider de raconter la vôtre dans les pages suivantes, puis laisser le hasard faire passer ce cahier de main en main. Cette expérience vous fera peut-être comme à moi, l'effet d'une catharsis. Ce qui est sûr, c'est que la suite ne dépend que de vous.